L'essentiel, la suite, on va plus loin dans un instant avec Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Afrique Magazine qui titre toujours en ce mois de mai sur le choc urbain dans les mégalopoles africaines. L'urbanisation de l'Afrique. Au sommaire, aujourd'hui, Washington opposé à la reconnaissance d'un État palestinien. La France, dubitative, juge que ce n'est pas le moment après l'annonce conjointe de l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Israël, de son côté, y voit une récompense du terrorisme. Emmanuel Macron arrive en Nouvelle-Calédonie, accompagné de Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Objectif, rétablir le dialogue avec les indépendantistes après plus d'une semaine d'émeutes et de blocage des routes et une cyberattaque d'une ampleur inédite ces dernières 24 heures. C'est tout de suite. On va plus loin dans l'essentiel. Les nuages s'amoncellent dans le ciel d'Israël après les mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, réclamé par le procureur de la Cour pénale internationale. Voilà que 3 États européens, et non des moindres, disent vouloir reconnaître un État palestinien d'ici mardi prochain. Annonce conjointe de l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. 3 pays dans lesquels Israël rappelle ses ambassadeurs pour consultation. Florent Renaud. Il a fait le déplacement jusqu'à Téhéran pour présenter ses condoléances au guide suprême iranien. Chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh affiche un large sourire. Dans la matinée, 3 pays européens, l'Espagne, la Norvège et l'Irlande, ont annoncé reconnaître l'État de Palestine, également appelé de ses voeux par l'ayatollah Ali Khamenei. Vous êtes un petit groupe qui a réussi à vaincre un grand groupe comprenant l'Amérique, l'OTAN, la Grande-Bretagne et quelques autres. Donc cette autre promesse, à savoir l'élimination d'Israël, est réalisable. La formation d'un État de Palestine du fleuve à la mer, si Dieu le veut, vous verrez ce jour arriver. Le ministre israélien des Affaires étrangères est lui dans le même temps à Paris, au Sénat. Accompagné par des familles d'otages toujours retenues à Gaza, Israël Katz l'assure, ce n'est ni le lieu ni le moment d'agir unilatéralement pour reconnaître un État palestinien. Quiconque soutient l'État palestinien soutient les horreurs commises par le Hamas le 7 octobre, soutient l'Iran et soutient l'axe radical qui agit contre l'existence d'Israël. Nous ne nous tairons pas. Un son de cloche similaire à celui de la Maison-Blanche. Pour Joe Biden, qui dit défendre la solution à 2 États, l'État de Palestine doit voir le jour grâce à la voie diplomatique et non grâce à des reconnaissances unilatérales. Une reconnaissance unilatérale que justifie en tout cas Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol. Écoutez. S'il y a bien une chose très claire pour moi, c'est que le Premier ministre Netanyahou n'œuvre pas pour la paix en Palestine. La lutte contre le groupe terroriste Hamas est légitime et nécessaire après les événements du 7 octobre dernier. Mais Netanyahou cause tant de douleurs, tant de destruction et tant de ressentiment à Gaza et dans le reste de la Palestine que la solution à 2 États est en danger et en grave danger. Les 2 partis qui forment notre coalition progressiste sont d'accord et agissent en fonction de l'opinion majoritaire du peuple espagnol. Mardi prochain, le 28 mai, l'Espagne approuvera en Conseil des ministres la reconnaissance de l'État de Palestine. Et direction Madrid, où l'on retrouve Clara Le Nagar pour France 24. Il faut dire, Clara, que ce que l'on vient d'entendre correspond au positionnement de longue date de Pedro Sánchez et du Parti socialiste espagnol. Oui, tout à fait. Cette annonce n'est pas une surprise de la part du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Et cette décision intervient depuis plusieurs mois après des tensions entre Israël et Madrid. Le gouvernement espagnol avait défendu l'instauration d'un cessez-le-feu humanitaire depuis octobre 2023, puis avait exprimé des doutes sur le respect du droit international des soldats israéliens à Gaza. Début mai, le ministre des Droits sociaux espagnol a même envoyé une lettre à des entreprises espagnoles basées en Israël pour leur demander d'adopter des mesures qui évitent, selon lui, que leur activité contribue au génocide en cours en Palestine. C'est donc une décision assez logique au vu du positionnement des socialistes depuis le début du conflit. Ce n'est pas le cas de tous les partis
partis politiques ici, c'est loin d'être le cas. Si les bancs des socialistes et de Sumar, l'extrême gauche, se sont levés pour applaudir la décision de Pedro Sanchez ce matin au Congrès, le silence de la droite, de l'extrême droite et des partis indépendantistes ont bien montré leur opposition. Le Parti populaire espagnol et Vox, l'extrême droite, vont même jusqu'à affirmer que le positionnement de Pedro Sanchez soutient finalement le Hamas, une accusation que a fermement démenti le chef de l'État. Quelles conséquences concrètes, en tout cas, cette reconnaissance va-t-elle avoir ? Eh bien, cette reconnaissance est plus symbolique qu'autre chose. L'Espagne n'ouvrira pas d'ambassade à Ramallah, la ville de Cisjordanie où réside le président palestinien Mahmoud Abbas et où est basé son gouvernement. C'est le consul général à Jérusalem qui représentera l'Espagne auprès du nouvel État, une fonction qu'il exerce déjà de manière informelle. Et alors, il y a plusieurs avantages à cette décision. Le consulat est situé à Jérusalem-Est, un territoire occupé par Israël, mais qui est reconnu par la communauté internationale comme étant la capitale de la Palestine. Et en agissant ainsi, l'Espagne suit les traces de la Suède, qui depuis 2014 a reconnu l'État palestinien et a confié sa représentation diplomatique au consul suédois à Jérusalem. Alors la reconnaissance du nouvel État n'aura pas non plus d'effet pratique sur le bureau de l'autorité nationale palestinienne ici en Espagne. C'est donc finalement plutôt une façon de montrer un soutien à la délégation palestinienne en vue d'une conférence internationale que l'Espagne considère comme étant le seul moyen pour parvenir à une paix durable dans la région. Merci Clara Le Nagar, en direct de Madrid pour France 24. Ziad Limam, aujourd'hui, Benyamin Netanyahou s'est exprimé. Il parle d'une récompense pour le terrorisme. Lorsque l'on voit ces images, effectivement, d'Ismaël Haniyeh parader à Téhéran et devant l'ayatollah Khamenei qui évoque la destruction, qui dit que cette reconnaissance permettra la destruction d'Israël, ou ouvre en tout cas une telle opportunité avec un État palestinien de la mer jusqu'au Jourdain. Est-ce qu'on n'est pas en droit effectivement de se dire que c'est le signal aussi qui est donné ? Bon, évidemment, si on va chercher à chaque fois les Iraniens et le Hamas pour relativiser une décision, on est sûr qu'on trouvera les mauvais arguments parce qu'ils ont les mauvais arguments. Donc là-dessus, je pense pas que... Vous savez, cette histoire de reconnaissance de l'État de Palestine, c'est pas une histoire nouvelle. C'est pas quelque chose qui a commencé le 7 octobre. C'est pas quelque chose qui est lié au Hamas. Il faut quand même revenir dans l'histoire du combat palestinien, Arafat, etc. Et donc c'est pas quelque chose de tout de suite là maintenant. Ce qui est très frappant tout de suite là maintenant, c'est que des pays européens décident de reconnaître cet État de manière symbolique, comme l'a dit votre correspondante. Alors que l'Europe, les États-Unis, l'Australie, en gros, les pays de l'OTAN, sont les derniers pays au monde à ne pas avoir reconnu symboliquement l'État de Palestine. Donc on voit bien l'impact politique. C'est vraiment cette brèche qui s'ouvre et qui pose la question de la reconnaissance symbolique et qui pose la question, encore une fois, ça ne changera rien sur le terrain, ça ne va pas mettre un drapeau palestinien en territoire israélien, mais ça reconnaît, si vous voulez, une réalité de fond. La réalité de fond, c'est qu'il y a des Palestiniens et des Israéliens et que les 2/3 ou les 8/10 de la communauté internationale ont reconnu l'idée d'une entité palestinienne. Quelle forme elle doit avoir ? Est-ce que c'est une négociation ? Est-ce que c'est pas une négociation ? Quand est-ce que ça aura lieu ? Avec qui ? Quelle signature ? Mais au moins, on dit cette entité existe et elle ne peut pas être niée. C'est ça le fond de cette histoire. Oui, Gauthier Iwinski, c'est vrai, un État de Palestine est reconnu aujourd'hui par 142 États des Nations Unies sur 193. Pourquoi n'est-il pas formellement reconnu par l'organisation en tant qu'État membre de plein droit ? C'est-à-dire que, si vous voulez, on est toujours dans cette affaire, on est toujours pris en tenaille, c'est-à-dire que lorsque vous dites « je suis pour l'existence de 2 États, d'un État palestinien et d'Israël dans la sécurité de ses habitants », c'est extrêmement compliqué et que l'on préfère vous ranger dans le cadre que, par exemple, Israël fait aujourd'hui avec les 3 pays dont nous venons de parler, alors que précisément, parmi ces pays-là, c'est vrai que l'Espagne a un tropisme pro-palestinien, mais regardez la Norvège. La Norvège, c'est celle qui avait accueilli, justement,
les accords d'Oslo, qui avait accueilli aussi ces rencontres secrètes entre Palestiniens et Israéliens, et qui avait, à l'époque, et il n'y a pas forcément de raison pour que c'est échangé, qui avait un intérêt très particulier à maintenir la balance de manière équitable et égale. Ça n'a pas vraiment changé, et souvenez-vous, après le 7 octobre, ces trois pays ont condamné le terrorisme du Hamas. C'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, pour Israël, pour Netanyahou, le Hamas est l'ennemi favori. Et si, au fond, on propose quelque chose qui parle du futur, c'est-à-dire une réflexion politique, Netanyahou est opposé à ça. Parce que ça n'est pas tellement le Hamas qui est favorisé, même si vous aviez raison de dire qu'on voit plastronner les responsables à Téhéran, en plus des responsables qui sont, comme Ismaël Haniyeh, un peu détachés de la réalité des choses, c'est peu reluisant. Mais, malgré tout, pour Israël, il y a cette idée que si on le prive du Hamas, on le prive d'une haine légitime, et c'est parfaitement vrai. Si vous voulez, à partir du moment où les trois États disent là, il faudrait effectivement organiser une conférence politique, vous avez des gens qui sont catastrophés en Israël et côté Hamas. C'est là que ça gêne. Seulement, le devant de la chose, l'habitude, la manière dont on présente les oripeaux de la question fait qu'on a du mal précisément à réfléchir à cela. Oui, on enlève finalement un motif pour Israël à repousser au calendrier grec une éventuelle question, quand bien même d'ailleurs certains la poseraient, ce qui n'est pas le cas manifestement de Benjamin Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite. Sans surprise, en tout cas, Joe Biden lui se déclare opposé à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. La France est plus nuancée, elle qui a voté voilà 2 semaines en faveur d'une adhésion d'un État de Palestine à l'ONU. Elle juge aujourd'hui par la voix du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné que les conditions ne sont pas réunies à ce jour pour que cette décision ait un impact réel. Ziad Limam, ça ne peut être qu'un aboutissement à des négociations ? Ou est-ce qu'il faut le poser en préalable aujourd'hui ? La création d'un État réel avec les attributs de l'État, ce sera le résultat d'une négociation. Et on espère qu'elle ne sera pas, comme on l'a dit, pour les calendes grecques ou pour la 50e génération à venir. Donc ça, oui, avec quel capital, quel drapeau, quel arrangement sécuritaire. Oui, bien sûr, mais en attendant... je ne vois pas ce qui empêche le reste des pays du monde de dire symboliquement, oui, il y a une identité palestinienne, et on le reconnaît par le fait de dire qu'il y a un État palestinien. Les Américains votent systématiquement. Bon, de toute façon, on pourrait en parler. C'est l'allié indéfectible, c'est le dernier rempart. Ce qui est stupéfiant, c'est que c'est aussi le dernier rempart de Benjamin Netanyahou. Que ça soit le dernier rempart d'Israël, oui. Que ça soit le dernier rempart d'une société israélienne démocratique, oui. Les condamnations par les États-Unis de la CPI vous ont choqué cette semaine ? Mais moi, ça ne me choque pas parce qu'on les voyait venir. Oui. Excusez-moi, ils ont même essayé de... Comment dire, ils ont mis une telle pression sur la CPI dans le cadre de leurs troupes en Afghanistan, déjà, donc ça veut dire que le principe même d'une justice internationale les étouffe un peu. Et donc là, dans le cas d'Israël, ils défendent leur allié, mais ils ne défendent pas Israël, ils défendent un clan au pouvoir, et je pense que ça fait du tort à l'Amérique, parce que à partir du moment où vous allez mettre des sanctions sur la CPI, tout l'argumentaire moral de l'Occident explose. Il y a le 2 poids 2 mesures est là. Poutine, oui, mais pas Benjamin Netanyahou. Les Africains, oui, mais pas les Américains. Enfin, je veux dire, c'est surréaliste. Et encore une fois, je dis, tout ça pour qui ? Encore une fois, l'alliance, j'allais dire, culturelle, civilisationnelle, politique, stratégique entre les États-Unis et Israël, on écoute. L'alliance entre Biden et Netanyahou, on ne comprend rien. Ou enfin, il y a quelque chose qui nous échappe. Gauthier, oui. À quoi servirait un État palestinien aujourd'hui ? C'est-à-dire avec quelle capitale, dans quelles frontières ? Et aurait-il la capacité même d'administrer Gaza quand on voit l'état dans lequel se trouve aujourd'hui ce territoire ? Alors, 2 choses. Et dont on nous dit qu'il faudra 40 ans pour le reconstruire. Oui. Le fait aussi, si vous voulez, que les territoires prévus dans les accords d'Oslo, notamment pour un État palestinien, sont totalement tachetés, comme le pelage de certains chiens. C'est-à-dire que les unités coloniales d'Israël sont telles qu'il n'y a pas de continuité de territoire et qu'on voit mal même comment une administration palestinienne, quelle qu'elle soit, pourrait s'exercer. Dans le cas de Gaza, il y a une chose particulière, pardonnez-moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la manière dont Israël... Alors bien sûr, ça a aggravé avec Netanyahou. Mais même auparavant, avait joué l'idée d'un soutien indirect au Hamas parce que ça permettait d'éliminer le Fatah, qui était donc la version, on va dire, un peu plus laïque des choses. La manière dont Netanyahou a traité Mahmoud Abbas. Certes, Mahmoud Abbas n'est pas une flèche.
Et en plus, c'est le responsable de quantité de manipulation et de corruption, c'est évident. Mais en plus de cela, il a été rabaissé par Netanyahou. Et donc la légitimité de ce que pouvait être un autre gouvernement palestinien a été anéanti. C'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou mise d'une certaine manière comme meilleur ennemi sur le Hamas, mais c'est vrai que l'idée, et c'est ça qui est à craindre, c'est que l'idée que les États-Unis soutiennent ce gouvernement presque par un réflexe pavlovien, qu'on ne se donne pas la mesure de la différence qu'il y a entre un Netanyahou et d'autres responsables israéliens, prouve effectivement le deux poids, deux mesures. Et surtout, ce qui est inquiétant, et ça n'est pas dû qu'aux Américains, c'est toute la manière dont une certaine fraction des populations européennes qui sont engagées dans les manifestations pro-palestiniennes vont récupérer la chose. Alors, un peu comme l'ayatollah Khamenei, je ne dis pas forcément aussi loin, mais il y a cette idée que, au fond, Israël, si on pouvait s'en débarrasser, et là, effectivement, c'est extrêmement dangereux. Et encore une fois, le moyen terme, là-dedans, est très compliqué à établir. Emmanuel Macron, lui, arrive d'ici 1h30 maintenant en Nouvelle-Calédonie, 2h30 même, en Nouvelle-Calédonie, où la situation reste difficile, selon les propres mots de Gabriel Attal, alors que l'île est toujours secouée par la contestation et fait nouveau par une cyberattaque d'une ampleur décrite comme inédite. On fait le point sur place où certains habitants attendent une amélioration, quand d'autres, vous allez le voir, ont assez peu d'espoir. Ce sont des images qui ont été filmées sur place et qui nous sont commentées par Claire Vérove et Alban Mikosi pour France Télévisions. Des panaches de fumée noire s'élèvent au-dessus de l'archipel, qui semble désert. Seule présence sur cette autoroute, des forces de l'ordre traquent les émeutiers en plein jour. Une situation encore tendue à Nouméa, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, doit atterrir d'ici quelques heures. Un déplacement en urgence, très attendu par certains habitants. Ça permettra peut-être d'apaiser un petit peu les tensions qu'on a dans le quotidien. En tout cas, j'espère que ça pourra établir ça. En tout cas, qu'on retrouve un peu la paix aussi dans notre pays. Espérons que sa venue ainsi que celui de M. Darmanin aurait un impact positif pour la situation du pays, parce qu'en ce moment, c'est le chaos, il faut dire ce qui est. Car les incendies et les pillages de magasins se poursuivent. Après 9 jours d'émeutes, 6 morts dans les affrontements, la situation est dans une impasse pour certains Calédoniens. Il arrive trop tard, c'est tout. Trop de massacres, tout. Ça va empirer les choses. Parce que déjà, il est mal vu ici. Ça va créer plus d'animosité envers les gens. Alors que des barrages bloquent toujours l'accès à certains quartiers de Nouméa, par sa venue, le président de la République entend rétablir le dialogue. Du dialogue ? Ouais, mais il faut que ça s'arrange, quoi. Parce que ça n'a pas l'air de s'arranger en ce moment. Je trouve que c'est bien, mais bon, on verra ce qui va nous apporter. Qu'est-ce que vous espérez ? Il faut qu'il fasse le quoi dans calme, la paix, et puis ensuite, bien sûr, le remboursement des dégâts qu'il y a eu. La venue du président de la République parviendra-t-elle à déminer la situation ? Son arrivée ce soir sera particulièrement scrutée. Faire émerger le dialogue dans le but de parvenir à un accord local. Voilà ce que disait Gabriel Attal pendant qu'Emmanuel Macron était dans l'avion à destination de Nouvelle-Calédonie. C'est ça le but du président. Le FLNKS, parce que là on a entendu effectivement beaucoup d'habitants se plaindre des dégradations et pour leur sécurité aussi. Le FLNKS lui dit attendre une annonce qui permette d'impulser un souffle nouveau en vue de renouer un dialogue apaisé. Ziad Limam, Emmanuel Macron va devoir revenir sur la réforme constitutionnelle ou les conditions de son application s'il veut renouer ce dialogue ? Je sais pas, il n'y a pas de réforme sans consensus minimal. Et en particulier, excusez-moi du mot, dans une situation post-coloniale ou coloniale. C'est-à-dire, on n'est pas dans le cadre d'une réforme des retraites en France avec des gens du même pays qui discutent. Et là, on est quand même dans un territoire qui a été colonisé par la France il y a un siècle et demi, dans lequel il y a eu de la violence, de la guerre civile, il y a eu une inégalité de traitement, puis une inégalité démographique qui fait que les gens qui sont originaires, de l'île, les Kanaks, ne sont plus majoritaires chez eux, et donc tout débat sur l'indépendance est forcément un peu biaisé, parce que les gens qui sont arrivés après, des Français de la métropole, première, deuxième, troisième, quatrième génération, sont plus nombreux. Donc vous ne pouvez pas aller vers une argumentation juridique pour dire on a fait 3 référendums, et tatati et tatata, et on va faire ceci, on va faire cela. Résultat, ça explose.
Donc il y a quand même une responsabilité politique, il y a le besoin de parler à tout le monde et le besoin de regarder les données. Quand on voit que malgré l'investissement officiel, malgré l'implication de l'État français, etc., les Kanaks de Lille sont toujours violemment décrochés sur le plan social, c'est qu'il y a un problème. Donc moi je veux bien qu'on réagisse en disant oui, le droit, ceci, cela. La réalité, encore une fois, je vous le dis, on est dans une situation post-coloniale avec des inégalités frappantes et un changement démographique qui rend forcément, qui oblige à un accord. C'est les accords de Matignon, c'est ce qui s'est passé il y a 30 ans, mais il faut recommencer. Il n'y aura pas de solution sans ce recommencement. On est un peu toute proportion gardée. Et je suis assez impressionné de voir les gens à la télé, enfin en particulier les gens de droite et d'extrême droite, nous parler de ça comme du département de la Creuse. Enfin, je veux dire, c'est pas la... Alors Marine Le Pen propose un référendum d'ici 40 ans. C'est bien, 40 ans. Vous et moi, on sera je sais pas où, et leurs enfants... Oui, mais bon, je veux dire, parlons-en maintenant. C'est aujourd'hui que ça se passe. On est toute proportion gardée, Gauthier, dans une situation un peu comparable à celle de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire un référendum qui avait montré le souhait de faire l'aéroport et donc de déloger la ZAD, et finalement un gouvernement qui avait décidé de ne pas le faire parce qu'il avait considéré que les conditions de paix sociale notamment n'étaient pas réunies. Il faut finalement... tenir compte aussi des conditions propres à la Nouvelle-Calédonie et passer outre peut-être ces référendums, ces 3 référendums qui ont, semble-t-il, donné raison au processus, en tout cas d'intégration et la fin de cette possibilité d'indépendance, revenir sur ces décisions souveraines, d'une certaine manière, exprimées par les électeurs. Si vous voulez, pour répondre à votre question... moi, je vais tout à fait dans le sens de Ziad aussi. C'est un problème de décolonisation et c'est un problème de pouvoir d'une minorité. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous abominables, il y en a même qui sont côté indépendantiste. Mais quand vous creusez le sillon du communautarisme au nom justement de ceux qui sont arrivés plus tard, en laissant de côté ceux qui sont là depuis bien plus longtemps, vous aboutissez à ce genre d'impasse, celle que vous signaliez, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il faudrait revenir sur l'expression du suffrage qu'on manifester les Calédoniens pour dire non, dans ce cas-là, il faut le tordre. Mais vous voyez à quoi on est contraint. Précisément parce que, en fin de compte, l'indépendantisme calédonien, on peut essayer de faire le pari, je ne suis pas certain d'être à fond dans cette idée-là, mais on peut faire le pari qu'il ne serait pas aussi virulent, aussi puissant, s'il n'y avait pas de génération en génération, et ça ne date pas d'hier, ce traitement qui est presque perçu comme normal par certains, qui est le traitement d'une différenciation sociale énorme. Et qu'à partir de là, vous avez, quand cette différence sociale voit sa frontière passer de manière ethnique, et bien de manière ethnique, vous avez des gens qui se constituent en groupe. Et c'est ça le fond du problème, et qui nous amène à ce genre d'impasse, à la fois institutionnelle et même politique. Parce que c'est vrai qu'un certain nombre peuvent se dire, pourquoi revenir sur le suffrage, sur le résultat du suffrage ? Exactement. Mais pourquoi aussi limiter le droit Enfin, je veux dire, il y a toutes sortes de questions juridiques. Bien sûr. À la fin du fin... Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de droit du sang, quand même, par rapport au droit du sol ? À la fin du fin, j'en sais rien, mais les gens qui disent « c'est chez nous », on ne peut pas les négliger et leur amener à un traité de droit juridique en leur disant « c'est comme ça ». Et les 25 000 électeurs dont on nous dit qu'on veut les réintégrer parce qu'ils habitent depuis plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie disent aussi « c'est chez nous ». On parlait d'Israël et de la Palestine, on peut parler de plein d'endroits dans le monde, il y a des réalités historiques. Et on ne peut pas s'asseoir sur l'histoire. Et on ne peut pas s'asseoir sur le fait qu'un jour, des bateaux français sont arrivés et on dit c'est chez nous. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le consensus, oui. Le destin commun, oui. Mais si visiblement il y a un problème, il faut revenir à la table de la discussion et ne pas imposer un texte juridique qui est peut-être arrivé un peu vite. La deuxième chose, 2 points très rapides. Un, c'est une île qui est dans un univers stratégique. On l'a vu, l'attaque, cyberattaque, tout ça, le nickel, la Chine, l'Australie, le Pacifique. Donc l'intérêt de la France, puissance postcoloniale, moderne, serait d'avoir une approche moderne de cette disposition et d'éviter juste de nous dire c'est le nickel, c'est etc., c'est notre présence. Oui, mais il faut qu'elle soit acceptée, etc. La deuxième chose, moi, ce qui me frappe beaucoup depuis un certain temps, depuis que je suis journaliste, c'est le peu d'ambition de la France métropolitaine sur ces territoires, sur ce vaste empire ultramarin. On n'arrête pas d'en parler.
C'est génial, le territoire maritime de la France, mais qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans, depuis 50 ans? Qu'est-ce qu'on fait dans les Caraïbes? Qu'est-ce qu'on fait en Polynésie? Qu'est-ce qu'on fait en Océanie? Et quelle est notre ambition globale en tant que France par rapport à ces ultramarins? Est-ce qu'ils sont intégrés? Comment les intégrer? Pourquoi il y a un tel décalage? Pourquoi il y a un tel décalage de revenus par habitant? Pourquoi il y a un tel décalage? Alors je veux bien que ça mette du temps, mais quand même, si on tient tellement à cette présence ultramarine, allons-y. Allons-y. Soyons citoyens tous ensemble. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Ziad Limam, merci. Gauthier Rywinski également. C'était On va plus loin. Restez avec nous. Prochain journal dans 4 minutes.